Bien. Alors, merci d'abord de cette invitation. Moi aussi, je ne savais pas où je venais, pour tout dire. Et j'ai l'habitude de parler devant un peu plus de personnes, donc je vous prie de m'excuser. Je fais une conférence quand même. Ah oui. Hein, quand même, je l'avais prévu comme tel, enfin, etc. Oui, je ne savais pas où je venais, mais enfin, c'est très bien, et ça me plaît bien de parler devant 5-6 personnes, comme on peut parler devant un millier, après tout. Comme tout, après, permettront un échange. Je me suis demandé ce que signifiait le ventre de la baleine, d'ailleurs, enfin, ce tiers-lieu. C'était Melville, c'est Jonas dans la Bible. Ce que j'ai appris, c'est que ceux qui savent entendre le chant de la baleine deviennent heureux. Donc, espérons que d'une certaine manière, ce sera un chant pas totalement inintéressant. Je ne suis pas, je le dis de suite, hein, cher monsieur, je ne suis pas scientifique, loin de là, j'ai beaucoup de respect pour la science, mais tout au long de ma carrière, j'ai essayé de montrer que les disciplines, ce qu'on appelle sottement les sciences humaines, sont rien moins que scientifiques. Une connaissance, une rêverie, une réflexion, à bien des égards, mais qu'il y a une énorme prétention, justement par respect pour ce qu'est la science pour moi, véritablement. Je considère que voilà, la sociologie, la philosophie, la psychologie peut être une vraie connaissance, cum nacere, naître avec ce qui est, et pas avoir cette vision surplombante qui est celle de la science. Alors, oui, c'était beau ce que tu viens de lire dans mon texte, c'est écrit, hein. Je crois que j'écris pas mal. Mais dans le fond, je dis que des banalités. On a dans sa vie, c'est une grande dame de la pensée, Hannah Arendt, qui disait on a dans sa vie une idée. Et après on tourne autour de cette idée. Moi j'écris une quarantaine d'ouvrages et dans le fond c'est l'idée essentielle, qui me vient d'ailleurs de mon origine. Mon grand-père était mineur de fond, mon père était mineur de fond, et je crois à la sagesse populaire. Et dans le fond, tout ce que j'ai écrit dans tous mes livres, eh bien, vient de ce que j'ai puisé dans mon petit village Sévenol. Voilà. Autour, ce qui est très simple, mon idée elle est simple, je peux vous la dire de suite, ce qui restera de toute mon œuvre, c'est le rapport qui existe entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est ce qui est institué, ce sont nos diverses institutions. La puissance, c'est ce qui vient du bas, c'est la sagesse populaire, de mon point de vue. Quand ça marche, il y a un accord entre le pouvoir et la puissance de base. Il est des moments, je considère que nous sommes dans un de ces moments où il y a une discrépance, il y a une déconnexion entre les divers organismes de pouvoir dont nous avons été ou nous pourrions être les protagonistes, et puis cette sagesse populaire. D'ailleurs, c'est amusant de voir comment l'élite actuellement a tellement peur du peuple qu'il parle de populisme. Le peuple plus du cul, si je puis dire, de manière un peu triviale. Et donc il y a cette espèce de méfiance de ces soi-disant démocrates qui sont dans le fond très peu démophiles, n'aiment pas le peuple. Moi c'est le contraire. Je considère qu'il y a à apprendre énormément de choses de cette sagesse et que c'est à partir de là qu'on peut dire un certain nombre de choses. Et puisque le mot a été employé tout à l'heure par Christophe, moi c'est un mot qui est essentiel, la banalité. C'est amusant de voir qu'il y a de nombreux villages en France encore, et moi dans le mien ça existe aussi, où il y a le fameux four banal. Et le four banal, c'était justement le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté. C'était le jour de la fête du pain commun. C'est amusant de voir que le mot banal ou banalité est venu à désigner le contraire, en quelque sorte. Or moi je considère qu'il y a des choses qu'il faut dire, parce que justement c'est enraciné dans cette banalité, dans cette vie de tous les jours. J'ai été professeur à la Sorbonne à partir de 1981, où j'ai créé un centre qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, CIAC, qui existe encore d'ailleurs. Il y a 80 chercheurs à Paris, en Amérique latine et à Séoul, Tokyo. Et l'idée était ça, être attentif au quotidien, hein, montrant ce que je viens ici d'indiquer, la puissance. C'est-à-dire que Weber, qui m'a beaucoup inspiré, disait qu'il faut être à la hauteur du quotidien. Paradoxe. Je considère en effet qu'il faut être à la hauteur de ce quotidien, puisque c'est là que l'on apprend beaucoup de choses, et que de mon point de vue, justement, il y a cette espèce d'énorme déconnexion actuellement. Et on pourra peut-être en parler
tout à l'heure, parce que ce serait bien qu'à dans l'après-midi, il y ait une discussion à partir des éléments que je viens ici de proposer, qui sont à bien des égards des éléments un peu provocateurs, dans le sens simple du terme. J'aime les étymologies, hein. Provocare et c'est appelé en avant. Hein. Donc je dirais beaucoup de latin et de grec, je vous prie de m'en excuser. Si ça vous ennuie, vous tapez, je m'arrêterai ici, bien évidemment, mais c'est banalité. Alors, avant d'aborder le sujet, donc c'était... moi, je considère justement qu'il convient de dépasser le progrès, le progressisme. C'était d'ailleurs ce qui était ma thèse d'État en 1978. Dans le début de ma carrière à Grenoble, où j'ai commencé ma carrière, et j'ai fait une analyse, un livre, comme beaucoup de mes livres, fort ennuyeux à lire, mais qui s'appelle « La violence totalitaire ». Et dans ce livre, je montrais que la vraie violence, c'était celle de l'État, de la technostructure, de la bureaucratie, et qu'elle reposait sur ce schéma, ce mythe du progrès qui s'élabore au 19e. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un peu plus tard, c'est demain qu'on va vivre vraiment. Qui est des bons esprits l'ont souligné d'ailleurs, Carl Schmitt, par exemple, montrant que tous les concepts utilisés actuellement par les diverses sciences sociales sont des concepts théologiques profanisés. Et dans le fond, le progrès, c'est tout simplement la profanisation du messianisme judéo-chrétien. La cité de Dieu augustinienne, qui au XIXe siècle va devenir la grande idée hegelienne, marxienne. Demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent et la société parfaite sous ses diverses modulations. Voilà. Donc moi déjà, à cette époque, je faisais ce mythe du progrès, en montrant, et j'en terminerai si j'ai le temps par cela tout à l'heure, que quand on regarde avec sérénité l'histoire humaine sur les 2000 ans de temps qui nous sont impartis, en quelque sorte, on se rend compte qu'il y a des moments, en effet, où l'accent est mis sur cette espèce de propension vers l'avenir, demain, un peu plus tard. Il est d'autres moments où ce qui est en jeu, c'est la progressivité. Voilà ma distinction. Progressisme, philosophie progressive. Et donc, le progressisme est uniquement tourné vers l'avenir. La progressivité, ben, c'est au contraire quelque chose qui s'enracine. C'était le titre de ma thèse d'État, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire comment la plante humaine, d'une certaine manière, comme toutes se rappelant qu'elle est une plante, se rend compte qu'elle a besoin de racines pour croître, pour être ce qu'elle est. Voilà. Voilà un peu ma distinction, voilà mon idée. Hein, voilà. Je vais décliner de diverses manières, mais c'est cela. Alors, juste deux ou trois petites... Moi, j'aime bien justement donner quelques banalités quand on prend le risque de m'inviter, et c'est de rappeler que notre cerveau reptilien, la culture, dans le sens simple du terme, hein, un sociologue américain qui m'a inspiré, qui s'appelle Sorokin, qui est peu connu en France, mais qui montrait que la culture, c'était ce qu'on suce avec le lait maternel, sans bien y faire attention. On ingère un certain nombre de choses. Et là, en la matière, notre cerveau reptilien, c'est, disons, ce linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. C'est ça le mythe du progrès. C'est, pour le dire en des termes un peu plus soutenus, la philosophie de l'histoire hegelienne. Et puis par après, tous les grands systèmes socialisants, dont le marxisme en est un, mais s'inspirant de ce linéarisme historique. Et d'une certaine manière, il y a, disons globalement, gauche et droite confondues, dans l'intelligentsia actuelle, en France et en Europe, et un peu partout de par le monde, encore une fois, ce linéarisme. On y arrivera demain, un peu plus tard. D'ailleurs, il faudra en parler concernant cette pseudo-crise, cette pseudo-pandémie actuelle. Et qu'à l'opposé donc, de cette espèce de linéarisme, cette philosophie de l'histoire, quand on regarde avec, encore une fois, lucidité, les 2000 ans de temps qui nous sont impartis, on se rend compte qu'il y a des cycles, des époques. Voilà mon hypothèse. Non pas ce linéarisme, mais des époques. En grec, le mot époque signifie parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et on voit bien comment, c'est un peu ce que nombre de bons esprits ont souligné. Moi, j'ai été formé par un anthropologue qui s'appelle Gilbert Durand, qui insistait sur cette idée d'époque qui dure 3-4 siècles. Et donc, on assiste à la
fermeture d'une parenthèse, et en même temps à l'émergence d'autre chose. On a pu dire, et je le rappelle toujours parce que ça me fait rêver, que la première phrase écrite dans notre culture gréco-latine, écrite dans la pierre, Anaximandre de Milet, en grec, c'est Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Voilà, c'est un peu encore Bécassou ce que je dis, c'est simple comme tout, mais banalité, qu'il convient bien évidemment de rappeler. Voilà le balancier des histoires humaines. Et ça nous embête énormément, encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit notre cerveau reptilien est un cerveau linéariste. On devrait arriver à la société parfaite à venir, etc., dépasser la barbarie. Et on voit bien que de diverses manières, cette barbarie revient. Quand j'ai proposé à l'époque le temps des tribus, c'était ça. C'est pour rendre attentif aux faits, je le faisais exprès, de provoquer en disant, oui, c'est plus la société unifiée, c'est des tribus qui vont constituer l'être ensemble dans lequel nous sommes. Voilà donc ma première idée de base, ma première banalité, c'est cela. Deuxième banalité, par rapport à ça, si on s'accorde sur cette idée-là, quand quelque chose cesse, il faut trouver les mots pertinents. Et je considère qu'on est dans un moment où il y a de l'impertinence, dans le sens la scientifique du terme, qui ne sont plus en phase avec ce qui est vécu. Et on a toute une série, en quelque sorte, d'incantations. Les ethnologues nous montrent que l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. L'exemple que je donne d'une manière un peu grivoise, c'est de dire on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Et actuellement, les incantations, c'est démocratie, valeurs républicaines, laïcité, qui ponctuent les discours officiels. L'élite, sous ces diverses modulations, j'ai bien dit, dont nous faisons partie, il y a de cela quelque chose qui fait que les évidences théoriques ne nous permettent pas de voir ce qui est évident. La sagesse populaire le dit, ce qui crève les yeux, ce qui est là et qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas, qu'on ne sait pas voir. Voilà un peu moi, ma seconde idée, c'est-à-dire, vous voyez, on peut rappeler d'ailleurs la formule, c'est un peu une incantation, mais je la dis tout de même, la formule de Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Ce qu'on sait moins, c'est que quand Camus prononce cette formule, écrit cette formule, c'est parce qu'il lit ou il développe l'histoire chinoise. L'empire chinois est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage, et c'est là où le sage lui dit il faut s'asseoir et trouver les mots, etc. C'est là où il dit mal nommer les choses contribue au malheur du monde, mais si on va un peu plus loin, dans le Phèdre de Platon, on a exactement la même idée, ce qu'il appelle la fraude aux mots. Belle expression. En montrant en quelque sorte qu'il y a une dégénérescence de la démocratie, bien que cela est corrélatif de ce qu'il appelle la fraude aux mots. C'est-à-dire on emploie des mots qui sont des mots abstraits, qui sont des mots qui ne sont plus en phase. De mon point de vue, vous l'avez compris, c'est un peu quelque chose qui est en jeu actuellement. Et il y a, entre les époques, d'un point de vue sémantique, je considère qu'il y a des périodes. Époque, 3-4 siècles. Période, quelques décennies. Période, c'est quand on pressent ce que l'on est en train de quitter et on ne sait pas trop bien là où l'on va. Vous voyez, si je le dis là au travers d'une expression que nous ont proposée les astrophysiciens, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire, je le dirais, le mythe du progrès ne fonctionne plus, la philosophie des Lumières est devenue une lumière quelque peu clignotante, et on continue à rester, en quelque sorte, sur ce qui a été bellement, moi je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, ce qui a été bellement élaboré, encore une fois, par le progrès, par la philosophie des Lumières, par les systèmes sociaux du XIXe siècle, mais qui ne sont plus en phase. Et donc voilà, il y a là ces incantations dont je parlais tout à l'heure, et qui nécessitent un effort théorique. Effort qui n'est pas facilité par l'espèce de blabla actuellement de cette intelligentsia. Moi, il m'arrive parfois de participer à des débats sur les plateaux TV
Et je vous assure que c'est douloureux à faire, à être là, parce qu'on entend en quelque sorte ces fameux experts qui sont rien du tout, ces journalistes qui ne font que répéter l'oligarchie du pouvoir, hein, c'est le spitacisme absolu, hein, les perroquets qui répètent en chose. Donc ce que j'appelle, moi, d'une manière comme ça un peu simple, la médiocrité de la médiacratie. Fermez votre télé, ouvrez des livres. Voilà le seul conseil que je peux dire concernant, en quelque sorte, ce déphasage. Je le dis avec beaucoup plus de simplicité, c'est que moi, je n'ai pas de télé, donc je suis tranquille de ce point de vue. Mais je me suis purgé, dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, je dois vous avouer, je me suis purgé de la lecture de la presse. Je ne lis plus la presse du tout. Peut-être la PQR, oui, le Midi Libre, quand je suis chez moi, oui, ça va, c'est gentil, ça parle des villages, etc. Mais dans le fond, quand on pense que Libération, c'est 37 000 abonnés, quand on pense que Le Monde, c'est 250 000 abonnés, Le Figaro, 280 000, additionnez cela et mettez ça en relation avec la population française. Vous voyez, là où l'on voit qu'il y a un vrai décalage, hein, et ma troisième banalité, elle est là, c'est pas la première fois, mais il y a un processus véritablement de déphasage, de désaccord. Mais c'est pas la première fois. Hein. Encore une fois, si on s'accorde sur mon hypothèse d'époque, on voit bien comment à certains moments, une élite tente à maintenir son pouvoir alors qu'elle n'est plus en phase. Et sans vouloir ici, et ce n'est pas mon propos jouer au prophète, mais je vais m'en expliquer dans un livre qui paraît à la mi-avril, qui s'appelle L'ère des soulèvements. Je crois qu'il va y avoir des soulèvements, des insurrections, des révoltes. Le sang va couler, parce que justement, il n'y a plus cet accord que je disais tout à l'heure, si vous avez été attentif, entre le pouvoir et la puissance. Entre ce qui est institué et ce qui est instituant. Voilà un peu mes banalités, hein, qui me paraissait nécessaire de dire. Donc du coup, on est dans le vif du sujet, le titre qu'on a donné à mon propos. Pour moi, c'est un changement, dans le sens simple du terme, d'imaginaire. J'ai dit que j'avais été formé par Gilbert Durand, qui est le grand anthropologue de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est difficile dans la tradition qui est la nôtre, parce que, encore une fois, ce qu'on ne veuille pas, que l'on le sache ou non, on a été formé par la tradition cartésienne. Vous savez que dans la tradition cartésienne, l'imagination, c'est la folle du logis, c'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Et il y a une vieille méfiance vis-à-vis de l'image, l'imagination, l'imaginaire, sous ses diverses modulations. Alors j'ai dit Descartes, c'est Malebranche, puisque c'est lui qui emploie cette expression que je viens de dire, mais ça m'a frappé de voir, et je l'ai encore sur mon bureau, comment le premier livre de Jean-Paul Sartre, 1936, c'est sur l'imagination, il reprend exactement cette même attitude. Vous voyez, c'est une vieille, quelque chose qui vient de fort loin et qui a duré jusqu'à peu. Moi, pour les gens de mon âge, on se souvient de la stigmatisation qu'il y avait, on ne disait même pas la publicité, on disait la réclame. Tout simplement parce que c'était des images qui étaient en jeu. Vous voyez. Donc c'est pour dire qu'il y a une vieille méfiance. Et pourquoi cela? Je pense que l'imaginaire décrit ce qui est et non pas ce qui devrait être. J'aime bien citer mes sources, c'est pas de moi, c'est de Max Weber et c'est de Nietzsche. Ce qui est de fait, de facto, et pas ce qui est de jure, de droit. Et de fait, notre mentalité, depuis le cartésianisme, c'est qu'on décrit, on a toujours cette tendance, et c'est là massivement, c'est frappant dans le milieu que j'ai fréquenté en sociologie, il y a toujours cette logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qu'il pourrait être, etc., etc. On pourrait le décliner à l'infini. Moi, mon propos, au contraire, était de dire ce qui est. Donc, non judicatif, non normatif. Et je pense que, par rapport à ce qui me concerne, c'est là l'origine de ma mauvaise réputation. C'est-à-dire que justement, je considérais que le savant n'avait pas à être politique. Le savant et le politique. Qu'on n'avait pas à être politique, mais on essayait de dire, encore une fois, ce qui est à partir de l'expérience. J'étais influencé par, et je le redirai peut-être une ou deux fois, par la philosophie du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin. C'est un peu curieux, mais je suis un fan de saint Thomas d'Aquin. Et il y a dans la tradition, dans la philosophie du XIIIe siècle, dans la pensée en général, je ne sais pas s'il faut dire philosophie, dans la pensée du XIIIe siècle, il y a cette attitude
l'expression me fait toujours rêver, qui est une attitude de pensée apophatique. Apophatique, en grec, ça veut dire... alors c'était la théologie apophatique. On ne dit pas vraiment ce qu'est Dieu. On ne parle que par évitement, hein, ce qu'il n'est pas, d'une certaine manière. Hein, voilà. Et moi, ma position a été toujours une position apophatique. Hein, c'est-à-dire, le social, je ne peux pas dire véritablement ce qu'il doit être. Mais par les images qu'on peut donner, eh bien, on peut, tant bien que mal, avoir cette connaissance, hein, ce que vous appelez connaissance, tout au début, ici, de cette exposé. Voilà un peu ce qu'est pour moi l'imaginaire, dans le sens simple du terme, dans le prendre en compte les rêves, les fantasmes, les fantaisies, les fantasmagories. On pourrait multiplier à l'infini, si vous voulez, qui ne sont plus simplement individuels, mais qui sont de mon point de vue collectif, et que c'est à partir de cet ensemble-là, eh bien, qu'on peut comprendre comment va se structurer une société, mais aussi comment cette société va se déstructurer, ce qui me paraît être le cas actuellement. C'est pour ça que je dis changement d'imaginaire. C'est-à-dire ceux qui nous avaient en quelque sorte formés, j'ai dit tout à l'heure culture, hein, le lait maternel, etc., de la petite enfance à l'alma mater universitaire, hein, c'est ça la mère, hein, donc ce lait que nous suçâmes. Eh bien, voilà, c'est cet imaginaire qui, à bien des égards, ne fonctionne plus. Dans le sens simple du terme, l'imaginaire, c'est une atmosphère, un climat dans lequel on baigne. Je relisais un peu un livre que j'avais lu quand j'étais fort jeune, d'un philosophe espagnol qui s'appelle, et que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Ortega y Gasset, ce philosophe, qui a écrit en 1930 un livre qui s'appelle La révolte des masses. Pour moi, c'est d'actualité, hein, je l'ai dit il y a un instant, et je pense qu'il va y avoir des manifestations de cette révolte. Et dans cette révolte des masses, Ortega y Gasset a une expression splendide, il était de formation de philosophie allemande, et il parle d'un impératif atmosphérique. C'est beau. Comment l'impératif, vous voyez, ça vient de Kant. Hein. Kant dit qu'il y a des impératifs, ceci, cela, etc. J'en reprendrai un dans un instant. Mais là, Ortega y Gasset parle de cet impératif atmosphérique. C'est-à-dire que c'est l'atmosphère qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Qu'il y a ces postures corporelles, ces manières d'être, un climat. Et c'est vrai que, pour le dire fort simplement, entre un Italien et un Finlandais, en fonction de l'atmosphère stricto sensu, vous avez des manières d'être tout à fait différentes, hein, corporelles, de penser, tout à l'avenant. Et si on transpose le propos, eh bien voilà quoi, c'est la même chose dans cet impératif atmosphérique. Et tout comme il y a, voilà l'idée très simple, tout comme il y a dans le fond un changement climatique stricto sensu, il faudra en parler, ben, il peut y avoir aussi régulièrement un changement climatique atmosphérique, c'est-à-dire dans l'esprit, dans le spirituel. Et que donc, du coup, c'est cela, de mon point de vue, qui fait véritablement la crise. Voilà un peu l'imaginaire. Hein. Juste deux mots peut-être, deux mots savants pour résumer tout ce propos. Le premier est de Michel Foucault. Moi, j'étais beaucoup influencé par ce grand philosophe français du siècle dernier. Et Foucault, un livre majeur qui s'appelle « Les mots et les choses ». Les mots et les choses, montrant qu'il y a un rapport, qu'il faut savoir nommer encore une fois, etc. Et à ce propos, il a ce concept qui a été tout au long de son œuvre, c'est l'épistémé. L'épistémé, on connaît en français l'épistémologie. L'épistémé, c'est la connaissance, tout simplement. Et il montre que dans la tradition grecque, il y avait deux termes pour dire la connaissance, une société avait d'elle-même. C'est la théoria, la théorie, qui est la connaissance pure, et l'épistémé, montre-t-il à juste titre, qui est une connaissance qui s'applique, qui se concrétise. Alors, il montre que pour caractériser un moment donné, il faut repérer quel est son épistémé. Et que suivant l'interprétation de l'épistémé, il y a une organisation de la cité. Par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est l'épistémé, au début de la tradition gréco-latine, c'est la mythologie. Amour, désamour, guerre, etc., des dieux, des déesses, on le souvient, le Panthéon, l'Olympe, etc. Mais que suivant l'interprétation que je vais avoir de la mythologie, il va y avoir une organisation de la cité. Il n'est pas nécessaire d'être grand clair pour comprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire que Athènes a une interprétation de la mythologie, c'est la vie athénienne. Sparte
à une autre interprétation de la mythologie, c'est la vie spartiate. Vous voyez, donc cette différence qui fait que suivant la connaissance, alors oublions le mot épistémé, gardons l'idée de connaissance, suivant la connaissance que j'ai, eh bien, va se structurer la société. Tout passe, tout casse, tout lasse, et Foucault montre bien ben voilà, que cette épistémé va cesser. Au Moyen-Âge, c'est la nouvelle épistémée, c'est la théologie. Et grande manière de se penser, de se comprendre et de s'organiser. Et que, alors c'est les diocèses, les abbayes, l'organisation du travail et tout un avenant qui va se faire à partir de ce grand discours qui est le discours théologique. Et encore une fois, quand on lit en effet ce que sont les grands systèmes philosophiques du XIe au XIIIe ou au XIVe siècle, on voit bien comment ça structure, bien évidemment, toute la société. Et par après, et c'est là où commence le travail de Foucault, c'est après que la mythologie ait cessé, après que la théologie ait cessé d'être l'épistémée, c'est les temps modernes qui vont commencer. Alors c'est le cartésianisme, c'est la philosophie des Lumières, c'est les grands systèmes sociaux, 17e, 18e, 19e. Mais comment, à partir de cette connaissance que la société a d'elle-même, il va y avoir une organisation de la cité. Voilà. Alors voilà un peu l'idée de Foucault. Moi, je la reprends à mon compte, vous avez compris, en disant que c'est cette épistémée qui est en train de cesser. Que ce qui s'est élaboré dans les 3 siècles qui viennent de s'écouler, par sédimentation successive, est en train de laisser la place à autre chose. Voilà le premier mot. Le deuxième mot, non moins intéressant d'ailleurs, est proposé par un historien américain important des sciences et des techniques qui s'appelle Thomas Kuhn, Structure des révolutions scientifiques. Livre majeur qui est traduit en français. Et dans ce livre, il pose une question simple. Qu'est-ce qui fait que c'est en tel lieu et à tel moment qu'il y ait tel type de découverte scientifique, telle application technologique, telle organisation de la cité. Voilà. Et c'est là où il propose le terme paradigme. Paradigme, qui est beaucoup plus connu, mais qui désigne tout simplement le fait que les conditions sont là pour que naisse cette découverte scientifique, etc. etc. Et l'image qu'il donne est non moins éclairante. Il dit un paradigme, dans le fond, c'est une matrice. Une matrice, ça peut être fécond, ça peut devenir infécond. Voilà. Parce que les conditions ne marchent plus, c'est plus là, ça ne permet plus la vraie application, la vraie découverte, et l'application c'est découverte. Et bien voilà un peu, vous comprenez pourquoi je cite ces deux exemples, c'est que, pareil, l'épistémée moderne, de mon point de vue, est en train de se saturer, l'épistémée, le paradigme, qui fut le paradigme moderne, les réquisites, les conditions qui permettaient qu'il y ait une manière de se penser et de s'organiser, ne fonctionnent plus. Le corrélat de ça, c'est que, et j'insiste là-dessus, pour moi, là aussi c'est une de mes spécificités dans tout mon travail, c'est de dire que dans le fond, et là je l'emprunte au sociologue que j'ai cité tout à l'heure, Sorokin, qui est un sociologue de la culture américain, et qui montre comment, dans le fond, la culture, ça marche, c'est ainsi. Il y a de l'évidence, ça ne se discute pas. Et puis tout d'un coup, cette évidence ne fonctionne plus. Et là, il propose un terme, moi, que j'ai souvent repris, qui est l'idée de saturation. Dans le sens simple du terme. La saturation en chimie, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Fatigue, usure, déstructuration. Mais dans le même temps, et c'est ce dans le même temps qui me paraît intéressant, ces diverses molécules vont rentrer dans une autre composition, qui vont donner un autre corps. Et pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Si je le traduis en des termes simples, j'ai formulé très souvent cette idée, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et qu'on voit bien sûr cesser quelque chose d'une manière d'être, un corps donné, pour nous, ce qui nous concerne, un corps social, bien évidemment, si je reprends l'image de Durkheim, mais qu'à dans le même temps, à partir de ce qui cesse, naît une autre manière d'être ensemble. Voilà, c'est ça, vous voyez, la progressivité plutôt que le simple progressisme. C'est-à-dire comment il y a saturation. L'image qu'il donne d'ailleurs est fort amusante, je ne me souviens plus, c'est le verre d'eau que je sale ou je sucre. On ne voit pas le dernier grain de sel ou de sucre, je ne sais plus, qui fait que le verre d'eau est saturé. Voilà. Mais à un moment donné, il y a cette lente sédimentation qui fait que le verre d'eau est saturé. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement. L'image un peu plus amusante qu'il donne, un beau matin, je ne supporte plus au milieu de la figure le nez de la personne avec laquelle je vis depuis 20 ans. Ce matin, elle a laissé traîner les feuilles de thé dans l'évier, divorce. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les feuilles de thé dans l'évier qui entraînent le divorce, mais la lente dégradation de la relation amoureuse. Si vous
voulez, qui fait qu'un prétexte quelconque, quel qu'il soit, si vous voulez, va entraîner, bien évidemment, la déstructuration, là, du couple, de l'entité amoureuse, bien sûr. Et pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu, hein, quelque chose d'une lente sédimentation. On pourra en parler, pour moi, qui commence avec la moitié du XXe siècle, hein, du siècle dernier. Lente sédimentation, déstructuration, et dans le fond, c'est cela qui est tout simplement la crise. Que l'on réduit la plupart du temps, ça a été mon leitmotiv depuis une quarantaine d'années, en disant la crise n'est pas économique, elle est véritablement sociétale. C'est-à-dire, dans le sens simple du terme, quand on n'a plus conscience de ce que l'on est, et donc on n'a plus confiance en ce que l'on est. Les fameuses crises de l'adolescence en sont l'expression absolue, hein. Bien dans son corps, bien dans sa tête, et puis tout d'un coup, il n'y a plus cet accord avec l'autre, avec les autres, crise, jusqu'à ce qu'une autre manière d'être ensemble, par exemple, va s'élaborer. Et pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre. En grec, le mot crisis, c'est le jugement qui est porté par ce qui est en train de naître vis-à-vis de ce qui est en train de cesser. Voilà, ça c'est l'étymologie savante du mot crisis. Il en est un autre qui est non moins intéressant et qu'on ne cite pas, moi je le cite souvent dans mes livres, c'est le crisis, ça veut dire le crible. C'est l'instrument aratoire qui fait que je vais rejeter la paille pour garder le bon grain, si je puis dire. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire crise dans les deux sens que je viens d'indiquer, jugement, oui, bien sûr, et en même temps crible. Quelque chose qui fait que, par rapport à ce que je viens de dire, on va rejeter et garder. Et c'est en ce sens d'ailleurs que cette pseudo-crise sanitaire, de mon point de vue, n'est qu'une crise civilisationnelle. Quelque chose, encore une fois, qui est en train de cesser et donc que l'on va mettre sous le coup, on va chercher chaque fois, au fond, un prétexte pour rendre compte. Ce qui est amusant, me faisait remarquer un de mes amis historiens, et ce que je dis là n'engage que moi et d'une manière tout à fait anecdotique, c'est que curieusement, chaque fois qu'on voit une crise civilisationnelle, mutation sociétale, ben, elle est curieusement, elle s'accompagne d'une épidémie. La décadence romaine, c'est la peste antonine. La fin du Moyen-Âge, c'est la fameuse peste noire. La réforme protestante, c'est-à-dire le début du capitalisme, c'est la fameuse épidémie du typhus, faisant des millions de morts, etc. Ouais. On ne va pas aller plus avant, mais en gros, si je traduis cela, une épidémie comme révélatrice d'une mutation. Voilà mon hypothèse. Révélatrice d'une mutation. Et qui prend la forme paroxystique que l'on sait, qui prend la forme véritablement apocalyptique. Mais là encore, le mot grec nous est instructif. L'apocalypse, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire révélation, tout simplement. On oublie que le mot apocalypse signifie révélation. Et donc, oui, bien sûr, il y a une apocalypse qui est, pour moi, le changement de valeur sociétale qui est en jeu. Voilà, c'est-à-dire révélation d'autre chose. Mais alors, comme toujours, ça se fait, si je cite ici Kierkegaard, ça se fait dans la crainte et le tremblement. C'est vrai que les périodes entre deux époques sont toujours des périodes où ça tremble, où il y a de la crainte, etc. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on pressent, on ne sait pas, on pressent ce que l'on est en train de quitter, on ne sait pas bien encore ce qui est en train de naître. Voilà. Et donc, du coup, il y a cet élément. Alors voilà, mon hypothèse, moi, c'est la suivante. C'est ce changement. Alors, je dis ce mot, parce que j'ai un peu honte maintenant, parce que, pour tout vous dire, moi, ce mot, je suis de formation, était de la philosophie allemande, et c'est dans les années 70 que j'ai, je crois, le premier à employer le mot sociétal. J'en ai honte, parce que maintenant tout le monde parle du sociétal, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est un peu un truc, quand on ne sait pas trop de quoi, ce dont il s'agit, on dit c'est sociétal. Voilà. Alors que le mot, moi, quand je l'avais proposé en 73, c'était dans cette perspective-là, vous voyez, quand le philosophe marxiste Karl Korsch parle de l'objectal, c'est-à-dire dans cette tradition de philosophie allemande, l'objectal, c'est quand l'objet devient vraiment quelque chose d'important, va dominer le monde en son entier. Quand Heidegger va parler de l'historial,
c'est pour montrer en quelque sorte qu'au-delà du simple histoire, il y a un truc de fond, qui est le fondement même de la manière d'être ensemble. Quand, par après, l'auteur que j'ai cité, Gilbert Durand ou Henri Corbin, vont parler de l'imaginal, ben, c'était pour montrer comment il y avait cette diffraction des images, de l'imaginaire, etc., etc. Et moi, quand je proposais à l'époque sociétale, c'était pour dire ça, hein, c'est-à-dire rendre attentif au fait, au sous-sol, à la nappe phréatique de la vie sociale. Hein, quelque chose qui ne se voit pas forcément le roi clandestin d'une époque, en quelque sorte. Et pas le social né au XVIIIe siècle, vous vous en souvenez, hein, c'est Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, c'est-à-dire un être ensemble rationnel, c'est ça le mot social, être ensemble rationnel, le contrat social. Juste petite parenthèse, quand les Japonais ont voulu au début du XXe siècle traduire les auteurs français et allemands, ils n'avaient pas de mot social, il n'y avait pas cet être ensemble rationnel. Mais je dirais qu'au-delà du social, le sociétal, je dis bien ce que ça veut dire, hein. J'emploie l'image, la nappe phréatique, le substrat. C'est quelque chose comme une nappe phréatique qui peut se polluer, qui peut se tarir, etc. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu. Alors voilà, le changement des valeurs sociétales. Pourquoi je fais ce baratin? Ben parce que je compare ce qui est en jeu actuellement à ce que fut le grand changement élaboré par Copernic, Galilée, Kepler, etc. C'est-à-dire quand on est passé d'un système géocentrisme à l'héliocentrisme. Là, une vraie révolution qui s'opère. Hein. C'est-à-dire comment ce n'est pas simplement la Terre qui est le centre, mais comment elle se situe dans un ensemble. Je ne vais pas aller plus avant, je n'ai pas de qualité pour en parler. Mais de mon point de vue, c'est la saturation d'un anthropocentrisme. Voilà mon hypothèse de base. Vers quelque chose qui, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais je n'ai pas le mot pour traduire cette idée, on n'a pas ce mot en français, j'emploie une belgitude, mon cousin belge sur ce mot d'entièreté. Si je le dis en termes un peu plus soutenus, une conception holistique. L'anthropocentrisme, c'est dans le fond, peut se résumer très simplement, et je maintiens, hein, ça continue à être le propre de la société officielle, c'est de dire. Hein. L'anthropocentrisme, c'est dans le fond cette grande idée qu'on trouve au milieu du discours de la méthode de Descartes. L'homme comme maître et possesseur de la nature. Voilà ce qu'on a ingurgité, ça bien y faire attention. L'homme comme maître et possesseur de la nature. C'est ça le mythe du progrès, fondamentalement. Moi, pour les gens de mon âge, on nous faisait apprendre par cœur le Sina de Corneille. Hein. Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être et le serai encore, etc., etc. Qui était le pendant poétique de l'idée cartésienne. L'homme maître et possesseur de la nature. Voilà, à mon sens, ce qui est en train de cesser. Qu'est-ce que c'est que ce mythe du progrès? Ça repose sur le grand concept du 19e, le concept hegelien et puis marxien, qui est le concept Aufhebung, du dépassement. On va dépasser la maladie, on va dépasser le dysfonctionnement, et on va dépasser la mort. Le transhumanisme repose fondamentalement sur cette idée de dépassement. Retenez cela, hein. Notre instrument, c'est qu'on n'y fasse pas attention, dialectique, thèse, antithèse, synthèse. On va arriver à cette synthèse plus tard. Et dans le fond, c'est un peu ça, ce qui constitue ce mythe du progrès. Retenez ce mot, dépassement. Aufhebung. Le dépassement, la dialectique, que l'on n'en soit pas conscient, est notre instrument d'analyse en quelque sorte. Et de mon point de vue, ben voilà quoi. Il y a saturation de cet anthropocentrisme, hein, comme il y a eu saturation du géocentrisme, et que, à bien des égards, il y a quelque chose de beaucoup plus global qui est en train d'exister, de revenir, ce que j'appelle pour ma part l'enracinement dynamique, le retour de la tradition, l'importance du localisme. Des mots comme ça, territoire, terroir, hein, soyons attentifs à ces mots qui pointent d'une certaine manière ce glissement qui est en train de se faire, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. J'ai traduit cela, moi, en disant on est en train de passer de l'économie à l'écosophie. J'aime pas le mot écologie, personnellement, hein, parce que l'économie dit bien ce que ça veut dire. Là, oikos, c'est la maison. Économie, nomos, c'est la loi. L'économie, c'est la loi de la maison. Écologie, c'est encore, de mon point de vue, paranoïaque, c'est prétentieux. En France, en tout cas. Écologie, c'est moi, logos. Je sais ce qu'est cette maison commune. Moi, le mot que j'ai proposé, j'ai écrit un livre qui s'appelle Écosophie, qui est revenir à cette idée. Oikos, oui, maison, sauf la sagesse de la maison commune. Voilà, en gros. Donc, non pas la loi, non pas le savoir, mais la sagesse. Voilà un peu, moi, pour moi, le changement. Hein,
qui est en jeu actuellement. C'est ça la mutation sociétale qui est en jeu. Alors, très rapidement, il est midi 27, 28. Combien de temps encore? Je peux encore continuer. Non, mais moi, il faut m'arrêter, sinon je suis un marathoneur. Hein, 20 minutes. Ah oui, tu m'arrêtes comme ça. Tu tapes sur la table, tu n'as pas de table. Pas de problème. Tu coupes ton engin comme ça. Bon, alors 2 temps. Bon, pour ça, parce que je vais 20 minutes, 30 minutes. Diagnostic, pronostic. Hein, d'où l'on vient, où l'on va. J'aurais dû être médecin, ça aurait été. Alors, en gros, la société, ce qui est là en jeu dans la société officielle. Je fais une distinction, hein, société officielle, société officieuse, hein, pouvoir, puissance. Hein, j'ai dit, j'avais une idée dans ma vie, je dépatouille autour de cette idée. Alors, ce qui est le tripode, en effet, et c'était résumé à peu près dans la phrase qu'a dit tout à l'heure Christophe, il y a toujours un tripode. Pour moi, le grand tripode moderne du progrès, c'est l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Voilà le trépied pour lequel c'est élaboré, et j'ai cité Foucault tout à l'heure, au-delà des mots et des choses, toute son œuvre a consisté à montrer comment s'élaboraient les institutions sociales de santé, de prison, famille, etc., tout au long du XIXe siècle. Mais reposant sur ces pivots, hein, je répète, individualisme, rationalisme, progressisme. Voilà, hein, j'en proposerai un tripode tout à l'heure. L'émergence de l'individualisme, alors je dis individualisme, ça c'est amusant d'ailleurs, amusez-vous à écouter tous ces discours qui ne veulent plus rien dire. Pour moi, le grand théoricien actuellement, c'est Raymond DeVos, vous voyez. Quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Il est dans le baratin actuellement. Et un des éléments de ce baratin, c'est cette phrase qui me fait toujours sourire et trembler en même temps. Compte tenu de l'individualisme contemporain. La phrase qui ne veut rien dire, tu sors, tu vois tes gosses qui sont toujours branchés avec les autres, etc. Bon, enfin, peu importe. Mais l'individualisme est typiquement le pivot à partir duquel s'est élaborée la société moderne, la culture moderne, l'imaginaire moderne, etc. Vous voyez, 3 moments, 3 paramètres très simples. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité Descartes. La formule cartésienne est quand même extraordinaire, c'est là la vraie révolution. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je rappelle pour mémoire que au Moyen-Âge ou antérieurement, juste celui qui pensait par lui-même était stricto sensu un hérétique. En grec, le mot hérésie, ça veut dire celui qui se coupe de la communauté. Et quand Descartes propose cette belle formule que nous avons tous appris à l'école, hein, je pense donc je suis, cogito ergo sum. On a là l'acte de naissance fondamental, assez paranoïaque. C'est à partir de moi qui pense que se crée véritablement le monde. La formule dans son entier, je vous l'ai dit pour votre gouverne, et comme ça, juste avant de boire un coup, c'est cogito ergo sum in archem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. C'est extraordinaire. C'est à partir de cette forteresse de son esprit, archem meum, que va s'élaborer le rapport au monde, que va s'élaborer ce que je suis, etc., la société. Voilà le premier moment de cet individualisme épistémologique, philosophique. Deuxièmement, religieux, la réforme protestante. On a pu montrer comment, pour le dire très simplement, Luther, le texte sacré est traduit en langue profane, Gutenberg, l'imprimerie. Donc tout un chacun peut avoir accès à son Dieu. C'est ce que j'appelle, moi, l'individualisme religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité d'un corps spécifique, le clergé, qui sait le latin et qui interprète. Dès le moment où c'est traduit, on peut avoir cet accès direct à son Dieu. Et donc, on a là, avec la réforme protestante, et cela a été bien dit, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, par Max Weber, il montre bien que l'éthique protestante est l'esprit du capitalisme. L'éthique protestante est l'esprit du capitalisme. Reposant précisément là-dessus. C'est-à-dire, en quelque sorte, on n'a pas besoin d'une lecture ecclésiale. Il n'y a pas nécessité de quelqu'un qui interprète. Chacun, potentiellement, avec l'imprimerie, etc., a accès à son Dieu. Philosophique, religieux, politique. Politique, dans cette œuvre splendide que furent celles des philosophes des Lumières du XVIIIe, je retiens ce nom, Jean-Jacques Rousseau, qui est pour moi le paradigme à bien des égards de cette pensée. Et dans l'œuvre complexe et riche de Rousseau,
bon, auquel je reviens régulièrement. Il y a deux livres auxquels je souligne l'importance. C'est l'Émile, que personne ne lit plus, qui est un roman d'éducation, et le contrat social. L'Émile, dans le fond, c'est, dit-on à juste titre d'ailleurs, un roman d'éducation, educare. Je vais tirer le petit enfant qui est un barbare vers l'humanité. Je vais le tirer de l'animalité vers la civilité. Cette éducation. Et si ce processus d'éducation est réussi, le dernier mot est intéressant. Cet individu devient, retenez ce mot, il est très riche et très important, devient un individu autonome. Et de fait, l'autonomie est la grande caractéristique de la modernité. Là encore, revenons à l'étymologie. Autonomos, ça veut dire je suis ma propre loi. Autonomos. Vous voyez ? Et donc le processus d'autonomie est, de ce point de vue, en effet, le vrai élément de l'éducation moderne. Deuxième livre de Rousseau, le contrat social. Quand je suis capable de faire ma propre loi, c'est-à-dire d'élaborer ma vie, je vais contracter avec d'autres. Alors c'est le fameux contrat social qui va devenir le contrat économique et les affects, le code napoléonien, début du 19e, le contrat du mariage et tout à l'avenant. Vous voyez, quelque chose qui fait que la dimension contractuelle, c'est une dimension rationnelle, le fameux contrat social, à partir de cet individu. Voilà mon premier pivot. Le premier mot-clé, qui qu'on le veuille ou non, que l'on n'en soit pas conscient, constitue bien évidemment le pivot à partir duquel va se structurer toute la société moderne. À partir de là, deuxième mot-clé, quelque chose qui n'a pas toujours été le cas, j'essaierai de dire dans mon pronostic pourquoi ce ne c'est plus le cas, c'est ce qui va devenir le travail, la valeur travail. Le travail qui était dans le fond, jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe, le travail était une nécessité, réservé aux classes serviles, aux tiers-états, aux esclaves, etc. Pour mémoire, vous en souvenez, un homme noble dérogeait s'il se mettait à travailler. Il perdait sa qualité d'homme noble dès le moment où il travaillait. Alors qu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe, ce qui était une nécessité va devenir une valeur. Kant, pour ne pas le nommer, et c'est là où j'ai dit tout à l'heure, Kant fait des impératifs catégoriques. Tu dois. Ça ne se discute pas. Il y en a 4 ou 5. Et le premier, tu dois travailler. Et la définition qu'il donne, alors que l'œuvre de Kant est assez complexe dans son écrit, il dit, c'est à partir de là qu'il y a réalisation de soi, réalisation du monde. Tu n'es quelqu'un que si. Tu ne te réalises en tant qu'individu que si. C'est ça, cette idée d'impératif à partir du travail. Et à la moitié du 19e, j'ai dit donc réalisation de soi, et à partir de la moitié du 19e, c'est amusant, parce que c'est une expression qui est employée par les hommes politiques, moi je l'ai dit à plusieurs politiciens qui me consultaient, et même de droite, qui utilisaient à tire-larigot cette expression de valeur-travail. C'est dans le Capital de Karl Marx, au milieu du capitalisme. Je dis, il y a une marxisation des esprits actuellement. C'est dans le Capital de Marx qu'on voit émerger, à juste titre, dans l'œuvre de Marx, elle est légitime et correcte, etc. Valeur-travail. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ce qui était une nécessité devient une valeur. Voilà le deuxième mot. Cet individu se réalise par le travail. Et c'est l'économie, c'est ce qui va être la prévalence de l'économie, de réalisation du monde, qui se réalise. Voilà le deuxième mot-clé. Troisième mot-clé, de quelle manière ? Et ça, c'est le rationalisme. C'est-à-dire, vous voyez, pour être précis, une des spécificités de notre espèce animale, c'est la rationalité. La rationalité, c'est le fait d'établir une relation de cause à effet. Moi, je me souviens de mes classes de philo, la relation entre la main et le fruit au moyen du bâton, qui va atteindre le fruit. Ça, c'est la rationalité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, à un certain moment, et c'est ça un des éléments forts de la modernité, c'est que ce paramètre va devenir le paramètre essentiel. Et c'est le rationalisme. Vous voyez, moi je ne fais pas une critique de la raison. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». J'y reviendrai. Mais en tout cas, ce qu'il convient de critiquer, c'est le rationalisme, c'est-à-dire où tous les autres paramètres sont évacués. Le festif, le ludique, l'onirique, qui sont des paramètres humains, et qui sont évacués. Deux auteurs, alors c'est bien sûr Max Weber que j'ai cité il y a un instant, le début de l'éthique protestante, c'est rationalisation généralisée de l'existence. Rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, aboutissant à ce qui va s'appeler le fameux désenchantement du monde. On a traduit Ein Zauberer der Welt, désenchantement, je trouve que c'est dommage, parce que Zauber en allemand c'est le sorcier.
il faudrait dire démagification du monde, puisque désenchantement, mais non, c'est impossible. Mais il n'en reste pas moins que, on voit, c'est ça le rationalisme. Hein. J'ai cité tout à l'heure Thomas Kuhn. Il montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y a un type d'équivalence entre l'Europe et l'Extrême-Orient, la Chine en particulier, la poudre à canon, l'imprimerie. Et puis il y a, si je reprends l'expression de Thomas Kuhn, un gap, un différentiel. L'Europe va suivre le grand développement que l'on sait, et la Chine, jusqu'à la fin du XIXe, va rester au même niveau. Pourquoi, dit-il? Eh bien, il le dit en latin, c'est parce que l'Europe va suivre la via recta, la voie droite de la raison. Via recta, droit au but. Et que pour aller droit au but, pour suivre cette via recta, encore un mot latin, moi, qui me fait toujours rêver, elle va laisser sur le bord de la route toute une série d'impedimenta inutiles. Impedimenta, c'est les bagages qui alourdissaient la marche. Alors les bagages, il les décrit, ludiques, oniriques, festifs. Vous voyez, c'était des trucs, des paramètres humains, mais qui alourdissaient la marche de la voie droite, de la via recta. C'est ça le rationalisme. Je me fais bien comprendre, hein. Je ne dis pas un tenant, moi, de l'irrationalisme, loin de là. Hein. Mais au contraire, Weber, d'ailleurs, le montre bien. Il dit ce qui est non rationnel n'est pas irrationnel. Hein, Vilfredo Pareto, puisque j'ai occupé la chaire Pareto à Lausanne en 1981, est un grand auteur, Pareto, dit que ce qui est illogique n'est pas, ce qui est non logique n'est pas illogique. Et donc le rationalisme va évacuer le non rationnel, le non logique, etc. Le Zauber, la dimension, je dirais, un peu sacrée du monde, magique en quelque sorte. Et on a à partir de là que s'élabore le management. Je rappelle que quand Ford va demander à Taylor le management de toutes les entreprises, de toutes les institutions, ben c'est à partir de simples raisons. C'est-à-dire on va évacuer tous les affects, émotions, passions, etc., etc., etc. Vous voyez, voilà, alors voilà ça. Hein. Un individu maître de lui, se réalisant par le travail, au moyen de cette espèce d'hypostase qu'est le rationalisme. Aboutissant, quatrième mot-clé, à ce qui est le fameux utilitarisme moderne. Pour dire en bref, ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Et on va évacuer ce qui justement ne s'inscrit pas dans cet utilitarisme. Heidegger, qui est un auteur qui m'a beaucoup marqué, on a traduit une de ses grandes idées en montrant qu'il appelle ça l'ustensilarité du monde. À la manière, dans le sens simple du terme, comme des ustensiles de cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire un ustensile de cuisine? Ce que stricto sensu, je peux manipuler, ce que je peux manœuvrer, les autres, la nature, soi-même, ce que j'ai à la main. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça la manipulation ou la manœuvre. Et dans le fond, c'est ça l'utilitarisme. C'est-à-dire quelque chose que je peux maîtriser et dominer à loisir. Voilà. Et en évacuant, bien évidemment, les autres paramètres que l'on sait. Voilà un peu, si vous voulez, cette gradation, hein, rapidement. Hein, cet individualisme se réalisant par le travail au moyen du rationalisme, aboutissant à cet utilitarisme. Et dernier point, on dit toujours, et moi j'insiste souvent là-dessus, qu'il y a cette fameuse triade temporelle, passé, présent, avenir. Il est des grands moments et des grandes civilisations qui ne furent pas négligeables, pour lesquels ce qui fut important, c'était le passé, hein, ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles, hein, tradare, hein, ce qui a été donné, je le transporte. Voilà. Il est d'autres moments où c'est le présent, j'y reviendrai. Ce qui a été la grande marque moderne, c'est le futur. Voilà, hein, c'est ça le mythe du progrès. Hein, c'est ça le linéarisme par lequel j'ai commencé tout à l'heure. C'est-à-dire, dans le fond, on ne va privilégier que cette dimension de projection. Hein, les deux grands systèmes de pensée qui s'élaborent au XIXe, qui est le marxisme et le freudisme. Bon, alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le redire, la société parfaite, marxienne. On y arrivera. De classe, tout ça, enfin, mais fondamentalement, c'est cette conception messianique qui va prévaloir. Et dans la tradition freudienne, je le dis sans grande compétence, on a pu dire que le concept essentiel, c'était celui de sublimation. Le sublimation, c'est-à-dire ce petit enfant fait pipi, fait caca. Hein, il jouit comme ça. Et il faut qu'il arrive à sublimer ses sphincters, hein, ses organes, pour arriver, dit-il, à une jouissance plus humaine un peu plus tard. Et c'est ça, la sublimation. Et l'expression d'ailleurs qu'utilise Freud, moi qui m'a toujours marqué, il dit report de jouissance. Il faut reporter la jouissance un peu plus tard. Oui, c'est ça le futurisme, hein, si je prends ces deux grands systèmes. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, d'un point de vue collectif, réalisation de la société lointaine,
et d'un point de vue individuel, sublimé. Report de jouissance et tout à la valeur. Voilà, je ne vais pas aller plus avant. Voilà de mon point de vue ce qu'est l'imaginaire moderne. J'insiste, qui est encore celui qui est dominant dans la société officielle, celui qui est dominant dans les élites contemporaines, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, qui restent, qu'on le veuille ou non, sur ce schéma-là, avec des nuances, comme ils sont en plus très peu cultivés, bien sûr, ils n'ont même pas l'idée exactement des théories qui sont en jeu là derrière, mais à mon sens, ce que je viens d'indiquer traduit un peu cette idée, avec, aboutissant d'ailleurs, on dit qu'on définit toujours une société à partir d'une topique. Topique, c'est un topos, un lieu. Et la topique moderne, c'est la verticalité. Lacan l'avait bien formulé, il disait la loi du père. Un sens, une conception spermatique du monde, un projet comme le sperme qui se projette dans le lointain. C'est ça la conception spermatique qui est la grande idée fondamentale de la modernité, avec cette structure verticale. Voilà. Alors, vous avez compris que de mon point de vue, c'est ce qui est officiel, c'est ce qui est en train de se saturer. Et que dans le fond, quelque chose d'autre est en gestation, bien sûr officieux, instituant. J'ai dit l'expression, je la redis quand même. C'est pour moi un grand penseur allemand du siècle dernier, qui est mort en 1918 à Strasbourg, et qui est Georg Simmel, qui a une œuvre splendide, d'ailleurs, qu'il convient de lire, parce qu'il y a une œuvre qui a été un peu... moi, je suis l'introducteur, en quelque sorte, de Simmel par diverses manières en France, c'est une œuvre splendide. Et il a cette belle idée, il parle du roi clandestin. Il dit qu'il faut repérer quel est le roi clandestin de l'époque. Au-delà de celui qui apparemment gère ou régit le monde, repérons ce roi clandestin, qui est une vieille idée du romantisme allemand, bien sûr, mais qui me paraît important, et de mon point de vue, bon, c'est ce qui est en gestation actuellement. Alors ce que je viens de dire, tant bien que mal, avec ces mots ou d'autres, il y a des types d'accords là-dessus. Ce que je vais dire est beaucoup plus hypothétique, puisqu'aussi bien, c'est en quelque sorte, moi c'est mon travail depuis de longues années, mais on ne peut pas faire système. Mon propos, c'est uniquement de dire, je repère un certain nombre d'indices, index, ce qui pointe, là, ici ou là, et que c'est plus tard, bien évidemment, qu'on pourra faire système. C'est en ce sens que moi je considère qu'on rentre dans la postmodernité, et pas du tout l'hypermodernité. Quand j'ai vu ce mot, j'ai tremblé, parce que ça c'est un truc franchouillard, dire hypermodernité, modernité seconde, modernité avancée, seconde modernité. C'est-à-dire que l'Europe a été l'endroit, et la France énormément, où s'est élaboré les grandes valeurs modernes, et il y a une frousse de l'intelligentsia, de penser qu'il y a autre chose qui est en jeu. Et donc du coup, quand on dit hypermodernité, on veut sauver la modernité. La maison brûle, on veut sauver les meubles. Alors, j'ai bien dit, c'est hypermodernité, c'est modernité seconde. Moi, d'une manière ironique, je dis modernité avancée, ça commence à puer un peu, vous voyez. Et on peut s'amuser à trouver des quantités d'expressions comme ça, mais qui ne font que traduire la sottise et l'imbécilité dominante actuellement dans l'intelligentsia. Imbécilité, imbacillus, ceux qui avancent sans ces deux bâtons que sont le bon sens et la droite raison réunis. Pour moi, c'est ça les vrais imbéciles. Bacillus, c'est quand on n'a pas, justement, on ne sait pas s'appuyer sur cette droite raison et ce bon sens. Le bon sens remarque que, vous voyez, le mot modernité, pour mémoire, a été employé pour la première fois en 1848 sous la plume de Baudelaire. Avant, on parlait de post-médiévalité. Et là, actuellement, voilà, post-modernité, parce qu'on ne sait pas comment nommer ce qui est en gestation. Et que ce sera, si on se donne rendez-vous dans ce beau lieu dans 100 ans, que l'on pourra dire le nom de ce que l'on vit, en quelque sorte. Voyez. Mais pour le moment, provisoirement, je dis post-moderne. Mais dans le sens très bien, on dépasse les valeurs modernes. On ne va pas essayer de les sauver. On ne va pas essayer de s'accommoder de les valeurs qui cessent, alors que les 3/4 de l'intelligentsia, en effet, est hyper moderne, dans le sens simple du terme. C'est-à-dire pousser jusqu'au bout les grandes valeurs modernes et les maintenir en tant que telles. Vous avez compris que ce n'est pas mon propos. Alors le tripode là, c'est tribalisme, émotionnel, présentéisme. Non plus ce que j'ai dit tout à l'heure, individualisme, rationalisme, progressisme, mais tribalisme, c'est mon dada,
émotionnel, je vais y venir, et présentéisme. Tribalisme, je vais le dire, émotionnel, c'est un néologisme. Beaucoup de monde actuellement emploie ce mot émotionnel, comme sociétal, mais sans trop savoir ce que l'on met derrière. C'est un néologisme qu'on trouve en langue allemande d'ailleurs. C'est pas émotif. Émotif, c'est une caractéristique psychologique. L'émotionnel, quand Weber en parle dans la dernière partie d'Économie et Société, c'est pour décrire, alors en allemand c'est beaucoup plus riche, c'est le Stimmung, l'ambiance. L'ambiance, c'est voilà, ce dans quoi on est pris. C'est pas émotif. L'émotionnel, stricto sensu, c'est cette ambiance sportive, musicale, religieuse, culturelle, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est-à-dire un truc dans lequel on est, en quelque sorte. Et le mot ambiance, ça n'a pas la même signification que le Stimmung allemand. Enfin, disons que l'ambiance serait le mot le moins faux possible pour traduire cette idée d'atmosphère. C'est ça l'émotionnel. Alors le tribalisme, bien sûr, ben voilà, pour moi c'est le dépassement de l'individu. Individu, ça veut dire indivisible. Et en son temps, et dans mon livre Le temps des tribus, j'avais montré qu'il y avait glissement de l'individu à la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. Le mot latin persona, c'est le masque. Et qu'on va avoir des masques. Alors peut-être que le port du masque actuellement est la traduction de ce personnalisme dans le sens fort du terme, c'est-à-dire que je vais revêtir des masques. Je n'ai plus une simple identité sexuelle, professionnelle, idéologique, mais des identifications multiples. Et c'est l'autre qui me crée. C'est assez grave ce que je dis là. Hein, c'est-à-dire, c'est l'autre qui me dit comment je parle, comment je me structure, comment je me comporte, comment je m'habille, etc. Et dans le fond, c'est pour ça que je proposais le temps des tribus, c'est la République n'est plus la République une indivisible, mais la mosaïque, où il va y avoir des entités, hein, de ces petites tribus, ce que j'appelle maintenant l'idéal communautaire. Le passage du je au nous, l'ère du je à l'ère du nous. C'est l'autre qui, en quelque sorte, me constitue pour ce que je suis. Alors que, vous voyez, moi, je l'aime beaucoup, ce sociologue totalement fou, qui est mon compatriote, c'est Auguste Comte. Je l'aime beaucoup, c'est un fou, tout à fait un fou génial. Et quand il définissait la sociologie et la société au XIXe, il disait en latin « reductio ad unum ». On va réduire à l'un, un de l'État-nation, un de l'individu, etc. Et à juste titre, hein, il avait bien montré comment se faisait cette réduction, hein, de l'autre à l'un, en quelque sorte. Vous avez bien compris que de mon point de vue, ce qui est en jeu, c'est le dépassement de cette réduction. Ce qui fait que l'État-nation ne fonctionne plus, que l'individu a perdu de son sens. Mais par contre, encore une fois, je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Voilà ma définition du nous. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me crée. Et alors soyons clairs, pour le meilleur et pour le pire. Dans ce que je dis, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais vous avez bien compris que mon propos n'est pas judicatif. Mais en gros, c'est ce passage, moi, qui me paraît important. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, si je prends le contre-pied de ce que j'indiquais il y a un instant, ce n'est plus l'autonomie qui va prévaloir, c'est l'hétéronomie, dans le sens simple et étymologique du terme. C'est l'autre qui me dit la loi, hétéronomie. Et ce passage de l'autonomie à l'hétéronomie, elle est là, il faut patouiller par rapport à ça. Je dis bien c'est pour le meilleur et pour le pire. Il faut accompagner cela. Il faut le repérer, hein, et l'accompagner pour que ça ne devienne pas le pire, pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Alors c'est à partir de ce glissement, hein, il faut écouter les poètes, hein, et qui toujours anticipent ce qui est en train de se décrire. La formule de Rimbaud est de ce surcroît juste « je est un autre ». Ce jeu est un autre rimbaldien, de mon point de vue, traduit exactement ce glissement que je viens d'indiquer de l'identité aux identifications. Il n'y a plus cette... Hein, j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous-en, in arcem meum, dans la forteresse de mon esprit. Et quand ces jeunes générations disent « je m'éclate », dans ce « je m'éclate » juvénile, il y a typiquement ce passage de l'un à l'autre. Vous voyez, quelque chose qui fait que c'est l'autre qui, en quelque sorte, me constitue en tant que tel. Voilà le pivot. Non plus l'individualisme, mais la personne. Cette pluralité de ce que l'on est, une pluralité idéologique, une pluralité sexuelle, une pluralité, etc., etc.
Et du coup, nos grandes catégories, qui sont les catégories sociologiques assez sottes, un peu à la mort moelleux, les classes sociales, les catégories socio-professionnelles, ce sur quoi se fondent les sondages actuellement, qui reposent fondamentalement sur une identité. On est un prolo, on est un bourgeois, on est ceci, etc., sont totalement inefficaces. Et c'est moi ce qui a fait que je me suis très très violemment opposé à nombre de mes collègues, c'est quand je leur montrais que leur scientificité des sondages ne signifiait rien, puisqu'aussi bien pour la raison que je viens de dire, glissement de l'individu à la personne plurielle. Et que du coup, cela aboutit, si je le dis fort simplement, un peu comme cela existe en amour, ce que j'appelle moi des sincérités successives. Tu veux que je te réponde ça? Je te réponds ça. Et tout à l'heure, je répondrai tout à fait autre chose, etc. Parce qu'il y a des sincérités successives au sein même de cette personne. Alors que l'individu était un. Avait, j'ai bien dit, cette identité biologique, professionnelle. Bon, alors c'est à partir de là, allons un peu plus rapidement, que ce n'est plus la valeur travail qui va prédominer. Vous avez compris ce que j'ai dit, moi, à partir de ce qui cesse, quelque chose d'autre qui naît. Et c'est le mot création qui va prédominer. Créativité. Création, sous ces diverses modulations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la création? Sur le mot travail, vous ne mobilisez plus une énergie juvénile. Sur l'idée de création, créativité, etc., si je le dis d'une manière obscène, vous pouvez faire travailler quelqu'un 18 heures par jour. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le fait qu'on va réutiliser, récupérer ces éléments qu'on avait laissés de côté, ludiques, oniriques, festifs, et tout à l'avenant. Je donnerai, si vous le désirez, tout à l'heure des éléments. Passage de l'homo faber à l'homo creator. Voilà pour moi le premier glissement qui est en jeu actuellement. Deuxième élément, c'est plus simplement le rationalisme. Alors là, je n'ai pas de mots, plutôt le mot que je propose n'est pas des plus pertinents. C'est ce que j'appelle le corporéisme. Non, le rationalisme, c'est un morceau. Le corporéisme, c'est le corps en son entier. Pour moi, les trois paramètres, le corps que j'habille, la mode, le corps que je soigne, la diététique, le corps que je construis, bodybuilding, musculation, etc. Et on pourrait donner des quantités d'exemples pour voir en quelque sorte comment, justement, il y a un développement de ce corporisme au-delà du simple rationalisme. Moi, j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». C'était ça. La raison sensible, c'est de montrer comment il n'y a, elle me vient de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Nihil est in intellectu, qui non fit pirius in sensu. Et qu'il n'y a rien dans la pensée qui ne vient pas d'abord de ce sens, sensualisme, enfin peu importe les termes qu'on va employer, vous voyez, la sensation. Voilà mon troisième mot-clé. Quatrième mot-clé, c'est plus... Oui, je regarde, en 5 minutes je m'arrête. C'est plus simplement l'utilitarisme, moi je dis esthétique ou esthétisation. Dans le sens étymologique du terme, aesthésie, c'était vibrer ensemble. C'est ça l'émotionnel. Dans l'Antiquité grecque, on vibrait ensemble devant un tableau, une peinture, une pièce musicale et tout à l'avenant. Et c'est que sous Kant qu'on va appeler esthétique l'objet sur lequel se portait l'émotion. Moi, quand je dis esthétisation, c'est au contraire quelque chose qui renvoie à cette dimension commune, passion, affect, sentiment, sous ces diverses modulations. Et c'est cela le mot émotionnel, très précisément. Et bien sûr, mon dernier mot-clé, ce n'est plus le futur, c'est le présent. Ce que j'appelle, moi, l'instant éternel. En grec, il y a deux mots pour dire le temps. C'est le chronos, la chronologie, etc. Ça, c'est le futur. Et il y a le kairos. Kairos, la philosophie du kairos était un dieu chauve. Il fallait l'attraper sur le moment parce qu'on ne pouvait pas le saisir par les cheveux quand il avait tourné les talons. Voilà. C'est l'opportunité, la bonne occasion. C'est l'instant, ce que j'appelle moi l'instant éternel. C'est-à-dire, c'est ça, encore une fois, non pas un projet lointain, mais avoir une vision qui est là. Et du coup, la topique, le topos, n'est plus la verticalité de la loi du Père, mais au contraire, ce que j'ai proposé d'appeler la loi des frères. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui est horizontal, qui est partagé de diverses manières. Et voilà un peu le glissement qui est en jeu. 1 minute pour terminer. Juste la définition que j'ai proposée de la postmodernité. Elle est un peu alambiquée, mais je vous la donne, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est-à-dire la démultiplication des effets,
Archaïque, arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, c'est pas ce qui est dépassé, hein, archaïque. Et développement technologique, Internet. Les tribus et Internet, pour dire en bref. Et c'est cette synergie, moi, qui me paraît être en jeu actuellement. C'est les réseaux sociaux, forums, citoyenneté numérique et tout à l'avenant. Quelque chose qui fait que tout à la fois, il y a ces vieilles valeurs archaïques, solidarité, générosité, on pourrait multiplier les mots comme ça, un peu ringard. Et cela se trouve grâce au développement technologique, et Internet en est une expression. Pour moi, les tribus et Internet, c'est ça qui résume. Voilà, en bref, et en terminant, toujours sous forme imagée, le progressisme, c'est la flèche du temps. Hegelienne, j'ai dit tout à l'heure, le linéarisme, ce par quoi j'ai connu, etc. À l'opposé, il y avait le cercle, Nietzschéen, le retour du même. Moi, ma proposition, c'est ni la flèche, ni le cercle, mais la spirale. Et tout ce que je dis, c'est la spirale. C'est ça la philosophie progressive. C'est-à-dire voir revenir un certain nombre de choses que dans notre progressisme bené ou destructeur, on avait cru dépasser, on voit revenir pas exactement au même niveau. C'est la spirale qui résumerait, hein, qui exprimerait le mieux, fort simplement, ce passage entre le progressisme et la progressivité. C'est cela que j'appelle, moi, l'enracinement dynamique. Hein, c'est cela qui, de mon point de vue, renvoie à un humanisme qui me paraît être intégral. Hein, c'est-à-dire l'humanisme qui reconnaît qu'il y a de l'humus dans l'humain et qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître cet humus dans l'humain et bien sûr, le mieux, c'est de le faire avec humour.